Bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire de présentation de notre programme ACE pour les élections au Conseil national des barreaux qui se tiendront le 20 novembre prochain, donc dans un peu moins de 15 jours à présent. Nous sommes ravis de vous accueillir et de compter parmi les gens qui s'intéressent à cette démarche et puis qui s'intéressent également aux élections du 24 novembre prochain, de nombreux confrères, puisque la première présentation de ce webinaire consacré au premier axe de notre campagne la semaine dernière a eu plus de 2000 vues. Donc nous sommes ravis de pouvoir partager, échanger et diffuser notre vision de la profession. Alors, le programme que nous vous présentons a été établi sur une démarche particulière que l'on a voulu participative pour cette élection de 2020. Nous avons donc mis en place au tout début du mois d'octobre voilà, merci sur le deuxième slide, un sondage. Est-ce que Alexis, je pourrais avoir la deuxième partie de la présentation? Merci. Un sondage basé sur un travail en amont qui a constitué pour à la fois nos élus présents au Conseil national des barreaux et puis pour nos commissions de travail à la CE, un processus d'identification des problématiques majeures, notamment en lien avec l'actualité économique, sanitaire et sociale forte et lourde qui entoure nos exercices et nos cabinets. Et puis, donc début octobre, nous avons lancé une grande consultation sur 15 jours à laquelle plus de 1000 confrères ont accepté de répondre et de prendre le temps de nous donner leur point de vue sur les points que nous soumettions à leur réflexion. Ce sondage ayant été analysé, traité, nous avons donc décidé de bâtir notre programme sur la base de ce sondage et des résultats pour pouvoir coller le plus possible aux souhaits et aux problématiques que nos confrères rencontrent dans leur exercice au quotidien. Donc, nous avons établi notre programme sur cette base. Sachez que certains points ont été rajoutés à notre programme, puisque naturellement, nous avions quand même une idée de ce qui nous semblait pouvoir être proposé. Mais la finalisation a vraiment tenu compte de ce retour. Et certains points ont d'ailleurs été enlevés parce qu'on a considéré qu'au regard des résultats, ils ne présentaient pas un intérêt majeur pour nos confrères ou même pour certains sujets, il est apparu que les confrères qui ont accepté de répondre étaient opposés à ces propositions de réforme. Donc, la manière dont va se dérouler cette présentation, elle va être, nous l'espérons, didactique et se baser notamment sur l'étude de ce sondage qui va se concrétiser par des axes programmatiques pragmatiques et clairs. Voilà, donc nous sommes en présence là, voilà, exactement aujourd'hui. Donc normalement, Isabelle Grenier devait se connecter. J'espère qu'elle va pouvoir le faire. Isabelle Grenier, elle est avocat au barreau de Marseille. Elle est aussi quatrième de liste sur la liste du Collège général province de la CE. Il y a également connecté, je le vois à mon écran, alors je ne vois peut-être pas tous ceux qui sont connectés, mais Pierre Grammage à gauche. Pierre Grammage est le vice-bâtonnier sortant du barreau de Bordeaux. Il est 5e sur notre liste et puis Pierre est connu notamment pour son investissement particulier au bénéfice du numérique dans notre profession et plus particulièrement des incubateurs puisqu'il est lui-même le créateur, fondateur, animateur de l'incubateur du barreau de Bordeaux, mais aussi du réseau national des incubateurs. Il y a aussi normalement connecté Christian Leroy. Christian Leroy est avocat au barreau de Lyon. Christian Leroy est élu au Conseil national des barreaux pour la CE sur la session, la mandature qui se clôture là, de 2017 à 2020. Il a assumé le rôle délicat et extrêmement prenant de trésorier du Conseil national des barreaux. C'est un poste qui demande beaucoup d'investissement et de travail quasi quotidien. Donc, j'espère que Christian est toujours connecté parce qu'il devrait normalement prendre la parole après moi pour présenter les travaux des élus au cours de la mandature qui est en train de se clôturer. Donc, est-ce que Christian, tu es connecté? Il arrive tout de suite, Delphine. C'est bon, c'est OK, il arrive.
Bon, parfait. Donc, je vais laisser la parole à Christian, puisque qui mieux qu'un élu sortant pour présenter les travaux de l'ACE et des élus ACE au sein de cette mandature qui s'achève. Merci Delphine. Effectivement, nous avions au cours de cette mandature qui va se terminer bientôt 7 élus, 4 en région et 3 à Paris. Et les investissements dans les différentes commissions du Conseil national des barreaux de ces 7 élus montrent la diversité et la capacité des élus de la CE, la richesse de notre syndicat au regard des matières dans lesquelles les unes et les uns et les autres se sont investis. Alors, rapidement, bien sûr, nous pourrions y passer du temps. Au Conseil national des barreaux, il y a beaucoup de travail fait et les élus ACE n'ont jamais laissé leur part à d'autres. Je voudrais ici rapidement saluer l'investissement de Caroline Storza, qui est de Strasbourg, dans la commission formation, qui est une des commissions phares des commissions du Conseil national des barreaux. Saluer l'incroyable travail fait également par Audrey Chemouli, qui est de Paris, qui avait la présidence de la commission SPA, qui a notamment beaucoup travaillé sur l'aide aux confrères pendant le premier confinement. Jacques Taquet, qui a fait un travail extrêmement innovant, puisqu'il a promu la fiscalité au rang de groupe de travail. C'était la première fois. Et ceux qui, parmi nous, pratiquent cette spécialisation savent l'impact qu'il a eu en fédérant les cabinets, les grands, mais aussi les moins grands autour des problématiques de notre profession. Et elles ne manquent pas, on en dira un mot tout à l'heure, notamment de Daxis. Emmanuel Raskin, qui est un spécialiste de la procédure civile, qui a été vice-président de la commission texte, qui a fait un travail extrêmement important, notamment en début de mandature, pas simplement, notamment en début de mandature, quand il s'est agi de discuter du projet de loi justice, saluer le travail formidable fait par Catherine Pellevé sur cette thématique de prix d'élection en matière de règlement des amiables des litiges. Bon, elle a été extrêmement contributrice dans le cadre de la commission droit et entreprise dans laquelle elle a beaucoup œuvré. Je voulais saluer le travail connu et reconnu de Sophie, qui est de Nancy, comme chacun sait, qui a travaillé notamment dans la commission des droits de l'homme et qui a apporté dans cette commission toute sa connaissance du droit pénal et sa pratique de cette matière. Enfin, Delphine a eu la gentillesse de dire que j'ai eu la chance de m'occuper de ce qu'il est convenu d'appeler la trésorerie, qui est en fait l'ensemble des problématiques qui tournent autour des finances, de la comptabilité, de la trésorerie bien sûr, mais beaucoup plus que ça, des procédures au niveau du Conseil national des barreaux. Disons simplement que le CNB aujourd'hui, c'est une PME, 80 permanents, près de 26 millions de budget. Bien sûr, le CNB doit être géré comme vous l'attendez, à savoir avec rigueur. Nous avons fait beaucoup, je crois, sous cette mandature. Il reste à faire et le cacher serait mentir. Voilà. Et puis, j'ai eu la possibilité, mais c'était l'actualité qui nous commandait cela, de travailler beaucoup sur les problématiques de lutte contre le blanchiment et financement de terrorisme dans le cadre d'un groupe de travail que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'animer au niveau du CNB et qui a regroupé conférences de bâtonniers et ordre de Paris au-delà des élus et des experts du CNB. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'était une bonne opportunité pour souligner le travail fait et puis encore une fois la diversité des champs dans lesquels les élus et les membres de la CE sont amenés à intervenir. Voilà, présidente, je vous rends la parole. Delphine. Je peux la garder. Excusez-moi, excusez-moi parce que comme je voyais qu'Isabelle était enfin connectée, et il me semble que c'était Isabelle qui était prévue pour intervenir sur cette partie. Voilà, donc je vais lui laisser la parole parce que la semaine dernière, j'ai déjà fait le pompier pour Isabelle. Cette semaine, je ne compte pas le faire. Je suis là au cas où. Donc,
Mais je ne vais pas faire toutes les présentations. Donc Isabelle, voilà, la parole est à toi. Merci Delphine et merci pour la semaine dernière. Je te revaudrai ça. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on est là pour vous présenter donc le deuxième axe de notre programme qui a trait effectivement plus spécifiquement. Donc la semaine dernière le webinaire avait trait au développement et à la croissance de nos cabinets. Là on est plus sur les sujets de l'organisation de la profession, organisation professionnelle. Le premier axe de notre programme, c'est moderniser notre organisation professionnelle et nos institutions. Donc, on a effectivement fait un sondage à la CE dans le cadre de cette démarche participative, dans lequel on a posé sur cette question d'organisation de la profession un certain nombre de questions. La première, c'était celle d'accompagner le regroupement des plus petits barreaux par ressort de cour d'appel pour rationaliser, optimiser leurs moyens au bénéfice du service aux confrères. Donc, vous verrez là sur le résultat que ça recueillit quand même une majorité de votes pour. Très léger. C'est plutôt partagé, Isabelle, en fait, sur ce sujet-là. C'est 50-50, oui. On va dire. Ouais. Effectivement, c'est plutôt partagé, mais il y a quand même entre la proposition 5, c'est une très bonne idée, 33%, la 4, bonne idée, 17%. Effectivement, il y a encore des réticences parce qu'on a une organisation qui est effectivement organisée par TGI, les ordres. Donc ça, il ne s'agit pas effectivement de revenir dessus, mais plus de voir qu'est-ce qu'on peut mutualiser au niveau qu'est-ce que les barreaux peuvent mutualiser comme service, parce que ça part du constat que tous les barreaux ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des barreaux plus riches que d'autres qui vont avoir plus de cotisations et qui vont pouvoir offrir plus de services aux confrères, et d'autres, des barreaux plus petits qui vont avoir des services plus limités. D'ailleurs, dans le cadre de cette démarche, on voit de plus en plus des CARPA qui fusionnent, justement dans cette logique justement d'optimiser les coûts, de mutualiser les services offerts aux confrères et de pouvoir justement avoir une gamme de services plus éloignée. Donc on peut réfléchir à cette idée, notamment au niveau de la documentation juridique. Il y a de plus en plus de barreaux qui souscrivent pour les confrères des abonnements auprès d'éditeurs. Effectivement, plus vous aurez un poids économique important, plus vous pourrez négocier des tarifs intéressants avec les éditeurs au bénéfice de tous les confrères. Il y a également dans certains barreaux des services de formalité pour les confrères, mais tous les barreaux n'ont pas pour l'instant les moyens de se doter de ces services communs. Donc l'idée en fait, ce serait d'essayer de réfléchir à des regroupements, à des mutualisations de services au niveau des ressorts de cour d'appel. Ça, c'était la première question du sondage. La deuxième question, c'était promouvoir la création d'un organe disciplinaire national. Alors là aussi, les résultats sont partagés. 33% pensent que c'est une très bonne idée, 21% une mauvaise idée, et on a effectivement des votes un peu disparates sur cette question. Ça part quand même d'un constat, c'est-à-dire que il faut qu'on garde les instances disciplinaires, il faut que les avocats puissent continuer à être jugés par leurs pairs. Mais on sait très bien que c'est extrêmement difficile de juger des confrères avec lesquels on travaille, avec lesquels on peut avoir des fois une proximité affective, des liens professionnels riches. Et c'est d'ailleurs partant de ce constat qu'on avait décidé de passer au niveau de l'organe disciplinaire, du niveau des ordres au niveau régional. Donc aujourd'hui, on a des cours disciplinaires qui sont au niveau régional. Sauf que là aussi, le constat, il est que même au niveau régional, il y a des difficultés pour que ces organes se saisissent. Et donc, il faut effectivement réfléchir à la création d'un organe disciplinaire national pour que finalement, cette prérogative que l'on a ne nous soit pas enlevée, puisqu'il n'y aurait pas de saisine des cours régionales. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics peuvent se servir du fait qu'il n'y a aucune saisine pour dire vous ne faites pas, vous avez la possibilité de faire la police dans vos membres, mais vous ne le faites pas, donc on va le faire. Et il faut absolument qu'on garde cette possibilité de faire la police disciplinaire nous-mêmes. Et pour cela, il faut qu'on soit rigoureux et qu'on se saisisse. Et plus on éloignera l'organe disciplinaire de la proximité qu'il peut y avoir, plus ce sera facile, enfin entre guillemets facile, c'est jamais facile ces questions disciplinaires, mais je pense qu'il y a un véritable enjeu là aussi
et qu'il faut véritablement s'emparer de cette question, en tout cas, et avoir l'occasion d'en débattre. Donc, nos propositions sur ce sujet, créer le référé honoraire. Alors, le référé honoraire, ça part du constat qu'en matière de décision de taxation, on peut avoir des fois des délais qui sont très longs pour obtenir une première décision de taxation, avec également cette difficulté que les décisions du bâtonnier, s'il y a un recours devant la cour d'appel, elles ne sont pas exécutoires. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un client qui ne vous règle pas une facture, et vous pouvez mettre plusieurs mois, voire en fonction de l'encombrement de la cour d'appel, des années avant d'avoir une décision exécutoire et pouvoir enfin récupérer les honoraires qui vous sont dus. Créer le référé honoraire, ce serait effectivement pallier à cette difficulté de la longueur de la procédure, sur le même modèle de ce qui existe en matière judiciaire, c'est-à-dire l'absence de contestation sérieuse, surtout d'autant plus que nous sommes désormais tenus d'avoir une convention d'honoraires qui est signée par le client. Donc, dans certains cas, on pourrait dire qu'il n'y a pas de contestation sérieuse et obtenir une décision rapide. C'est un impératif pour les confrères parce que l'encaissement des honoraires, c'est une question de trésorerie et il faut absolument préserver la trésorerie des cabinets d'avocats. Obtenir le caractère exécutoire des décisions du bâtonnier en matière de fixation d'honoraires, ça également, c'est extrêmement important. Ça veut dire que même si vous avez un client récalcitrant et qui forme un recours devant la cour d'appel, la décision du bâtonnier doit pouvoir être exécutoire en première instance et donc pouvoir vous permettre de recouvrer le montant des honoraires qui vous sont dus. Faire du bâtonnier le juge en premier et dernier ressort de la fixation des honoraires de moins de 4 000 €. Donc là encore, c'est pour éviter d'avoir des recours qui puisse être porté au niveau de la cour d'appel lorsqu'on est à moins de 4 000 € d'honoraires, comme ça existe déjà d'ailleurs en matière civile, puisqu'il y a des contentieux qui sont en premier et dernier ressort soumis, à l'époque il y avait les juridictions de proximité, maintenant c'est devant le juge judiciaire de proximité. Donc ça aussi, c'est effectivement une mesure qui est intéressante pour soutenir la trésorerie des confrères et faire en sorte qu'ils se saisissent de la procédure de taxation, puisqu'effectivement, on aura levé un certain nombre de freins en termes de rapidité, en termes d'exécution des décisions qui peuvent être obtenues. Promouvoir le rescrit déontologique national. Alors là, l'idée, ce serait qu'effectivement, nos instances nationales, le CNB, le Conseil national des barreaux, il est composé de plusieurs commissions qui travaillent sur des sujets et qui peuvent être saisies pour des avis. Et ce serait offrir la possibilité aux confrères, s'ils n'ont pas de réponse de leur ordre ou de leur bâtonnier, qui à l'heure actuelle sont les seuls à pouvoir saisir le Conseil national des barreaux pour des avis, de pouvoir également le faire eux-mêmes directement pour pouvoir avoir un avis. La logique dans tout ça, c'est effectivement d'essayer d'uniformiser l'application de la déontologie au plan national, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il peut y avoir des disparités d'application de nos règles déontologiques en fonction des ordres et des barreaux. Et ça, effectivement, c'est pas acceptable pour l'ensemble des confrères qui veulent finalement pouvoir exercer de la même façon, qu'ils soient basés à Lyon, à Marseille, à Paris ou à Nantes. Donc, effectivement, c'est un outil qui peut être intéressant pour permettre d'avoir un avis de l'instance nationale qui représente toute la profession sur une question déontologique précise. Promouvoir la création d'un organe disciplinaire national, donc c'est ce qu'on a vu dans le sondage, avec tous les enjeux que ça implique derrière, parce qu'il ne s'agit pas effectivement de mettre au pilori les confrères. La seule chose, c'est de pouvoir conserver cette fonction disciplinaire qui est l'essence même de notre profession, de se juger entre pairs. Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'empare de ce sujet, sinon on risque de perdre cette prérogative qui est essentielle. Harmoniser les procédures déontologiques applicables aux réclamations et litiges déontologiques. Là aussi, ce serait pour qu'au niveau national, on détermine des procédures qui vont s'appliquer partout, en tout lieu, et qu'il y ait une totale transparence justement pour les confrères lorsqu'ils sont confrontés à un litige déontologique, de savoir que ça va être réglé de la même façon que ce soit à Paris, à Marseille, avec la possibilité de saisir le Conseil national des barreaux pour avis.
et accompagner le regroupement des plus petits barreaux par ressort de cour d'appel pour rationaliser et optimiser leurs moyens au bénéfice du service aux confrères. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le résultat du sondage. Ce n'est pas la disparition des ordres aujourd'hui, hein, c'est simplement d'essayer de mutualiser des services pour faire en sorte que les petits barreaux se retrouvent au même niveau que les gros par des mutualisations de services au bénéfice de tous les confrères. Pour l'amélioration de nos conditions d'exercice à tous, hein, parce qu'on sait très bien que ce qui peut être fait à l'heure actuelle à Paris sur des assurances perte de collaboration, contrat maternité, ça peut être plus difficile au niveau des coûts pour les petits barreaux, alors que si ces services sont mutualisés au niveau des ressorts de la cour d'appel, on a un poids financier qui est déjà beaucoup plus important. Donc voilà le premier angle d'attaque de cette proposition sur la modernisation de notre organisation professionnelle. Merci Isabelle. On n'a pas de questions. Je pense que ce sont des sujets peut-être un peu en effet ardus et qui sont très liés à l'exercice en fait de fonctions ordinales, mais ce sont des sujets qui sont quand même essentiels pour la profession. En particulier tout ce qui est exécution des décisions en matière de taxation d'honoraires. On est tous concernés par ces sujets-là. En tout cas, merci Isabelle. Dommage qu'il n'y ait pas de questions en tout cas. Donc, force et indépendance, je crois que c'est moi, hein, c'est ça oui, c'est toi. Alors, tu peux faire défiler. Hein. Je ne sais plus s'il y avait des résultats du sondage. Absolument. Alors là, pour le coup, rétablir un dialogue constructif entre le gouvernement et le CNB. Je crois que tout le monde aura compris que les relations entre le CNB, le barreau de Paris, la conférence des bâtonniers, en tout cas l'ensemble des instances représentatives de la profession n'ont pas été toujours au beau fixe depuis quelques années, avec à la fois la chancellerie, mais également le ministère de l'économie et des finances. L'idée, bien évidemment, est là, encore une fois, de rétablir un dialogue plus constructif, qui nous soit plus favorable, qui ait une écoute plus importante par rapport à la profession. Là, bien évidemment, il y a une grande majorité qui va dans ce sens-là. C'est 79% des personnes interrogées qui, en effet, sont pour le rétablissement de ce dialogue. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, bien évidemment. Et donc, ça passera par des propositions qu'on verra tout à l'heure. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, ça tombe où il y a très peu de questions sur mon sujet en matière de sondage, mais ce n'est pas grave. Alors, sur les propositions, elles sont en partie assez techniques et je m'en excuse, mais pour ce qui est de la définition légale de la consultation juridique, c'est un point qui semble simple, mais il est assez complexe puisqu'il recouvre en fait à la fois un sujet de périmètre du droit et à la fois un sujet de lutte anti-blanchiment. L'aspect périmètre du droit, cette définition en fait de l'article 54 de la loi de 71 de la consultation juridique est censée protéger la profession d'avocat de ceux qui l'exerceraient de façon illégale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce texte n'est pas assez précis ou est peut-être un peu faible quant à sa rédaction, puisqu'il permet une confusion entre la diffusion d'une information juridique et la diffusion d'une consultation juridique, dans laquelle, en fait, pas mal de legal tech se sont engouffrés, si je puis dire, de façon à mettre en place des process qui concurrencent directement la profession d'avocat. Et là, je pense qu'il faut s'en saisir. C'est un sujet important, ce sujet du périmètre du droit. On y a toujours été ultra sensible. Donc, une redéfinition plus fine de la notion de consultation juridique est envisagée. Également, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, la consultation juridique se définit comme étant une prestation intellectuelle. Or, un algorithme ne délivre pas de prestation intellectuelle, mais délivre un acte automatisé non réfléchi. De ce fait-là, il ne serait pas soumis à l'interdiction prévue par l'article 54 de la loi de 71. Donc là aussi, c'est l'idée de renforcer notre périmètre. Et le troisième axe, en fait, sur lequel il faudrait redéfinir de façon plus précise cette notion de consultation juridique, c'est sous l'angle de la lutte, de la transposition de la 5e directive sur la lutte anti-blanchiment, puisque
dans cette cinquième directive, on considère que la consultation fiscale aujourd'hui est soumise à la déclaration de soupçon. Or, la consultation juridique ne l'est pas. Et comme une consultation fiscale est une consultation juridique, il y a aujourd'hui une incohérence en fait de texte qui fait qu'on ne sait pas si, dans le cas d'une consultation juridique, on doit soumettre ou pas à la déclaration de soupçon les consultations juridiques. Donc, je pense que là aussi, il y a un travail de clarification à faire qui paraît important. Rétablir, deuxième proposition, rétablir un dialogue constructif entre le gouvernement et le CNB par la création donc d'un référent CNB. L'idée, bien évidemment, les choses existent aujourd'hui et les liens sont permanents entre le Conseil national des barreaux et le ministère des Finances et de l'économie et également la chancellerie. Mais l'idée serait de renforcer notre présence par un référent qui aurait vraiment comme rôle permanent d'établir des ponts entre la profession et le gouvernement. Quelque part, c'est une forme de lobbying nécessaire, indispensable et pour laquelle il faut donner toute la puissance de notre profession au service de notre profession. La troisième proposition, je pense que, et vous me coupez, hein, je pense en particulier à Christian, hein, si tu veux rajouter des points ou tu pourras les rajouter en dernier, mais la troisième proposition, bien évidemment, c'est d'assurer le maintien de notre caisse de retraite. Je sais que Christian, tu rajouteras un point là-dessus. Tu peux le faire tout de suite. On est tous d'accord en effet sur le fait qu'il faut maintenir notre régime de retraite, mais il faut prendre en compte l'impact Covid. Et là, je te laisse la parole pour que tu en dises un mot. Oui, absolument. Vous savez que l'ACE a fait partie du mouvement de défense, de protection, de préservation de la CNBF et du régime propre à la profession d'avocat, mais immédiatement derrière, les effets du confinement avec l'ensemble des mesures qui ont été prises au niveau du conseil d'administration et du bureau de la CNBF en aide aux confrères. Il y a eu deux choses. Il y a eu sortie de liquidités pour venir en aide aux confrères en difficulté, et puis dans le même temps, il y a eu report des encaissements de cotisations. Et extrêmement rapidement, on s'est aperçu du problème que cela posait au regard de la liquidité de l'organisation CNBF. Bon, chacun sait que les règles de placement des réserves des caisses de retraite sont imposées au niveau réglementaire et surveillées par les pouvoirs publics, mais très rapidement, au bout de 3 mois, 2 mois, les problèmes de non-liquidité sont apparus dans le viseur des gens qui ont aujourd'hui la commande de la conduite de la CNBF. Donc nous, ce que nous disons, c'est conservons bien sûr notre régime de retraite propre, mais au même moment, tirons complètement les conséquences de ce qui s'est passé, de manière à adapter le pilotage et les liquidités de notre organisme de retraite avec les risques qui pourraient revenir très rapidement. D'ailleurs, cette question de non-liquidité des réserves, elle s'est, je crois, Pierre, posée au niveau d'un certain nombre d'ordres. Enfin, moi, je suis du barreau de Lyon et je veux témoigner ici de l'excellente gestion de l'ensemble des différents bâtonnets qui se sont liquidés, mais au même moment, cette bonne gestion s'est caractérisée par des investissements dans des éléments non liquides, comme par exemple l'immobilier. Et on a bien vu là aussi que les questions que cela pouvait rapidement poser en période de crise. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet dont la CE a commencé à se saisir. La CE est membre du conseil d'administration et du bureau de la CNBF et porte cette voix qui est une voix de bon sens, de sagesse au soutien de la préservation de notre système. Voilà, j'étais un petit peu long, mais cette question est extrêmement importante. Oui, je partage et merci Christian pour avoir fait état de ton expérience dans ce domaine. Alors pour la quatrième proposition, il s'agit d'assouplir les règles d'intégration dans le corps de la magistrature. Alors, en fait, il y a
deux sujets sous-jacents en fait dans ce sujet-là. Il y a un premier sujet qui concerne l'avocat et la pensée régulièrement font état du souhait de devenir magistrat. Aujourd'hui, ça devient extrêmement complexe, avec peut-être une part un peu subjective, d'ailleurs, entre parenthèses, de l'appréhension de cette passerelle. Il faudrait peut-être un peu plus objectiver les choses et peut-être assouplir les règles qui permettraient aux avocats, s'ils le souhaitent, de quitter la profession en toute sérénité et de rejoindre le corps de la magistrature. Ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect qui me paraît quasiment plus essentiel, c'est de rapprocher les formations avocats-magistrats. Je pense que la chancellerie aujourd'hui, avec un de nos confrères ou anciens confrères à sa tête, l'a bien compris en nommant Nathalie Roré, directrice de l'école de la magistrature. Il y a aujourd'hui trop d'écart, si je puis dire, sur l'approche des sujets de la formation avocat et du sujet de la formation magistrat. Il y a d'un côté une véritable école nationale de la magistrature. Nous n'avons pas aujourd'hui une école nationale des avocats qui orienterait d'ailleurs la formation des avocats sur le métier, et exclusivement le métier, c'est un sujet de fond. Ça fait des années que la CE est investie sur ces sujets au sein des commissions du Conseil national des barreaux. Là encore, je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un vrai sujet d'avenir, et c'est aussi un vrai sujet qui permettrait d'améliorer à la base, si je puis dire, les relations avocat-magistrat, qui aujourd'hui, on le sait tous, pour ceux qui font du judiciaire, sont relativement dégradés dans la pratique de certains tribunaux. Donc voilà en clair ces 4 propositions sur ce deuxième item. Merci Pierre. La dernière thématique que nous voulions vous proposer aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du secret professionnel. Nous avons là retenu 5 propositions que nous allons voir s'afficher, mais il est clair que cet élément qui est au centre de notre pratique professionnelle, qui est au service et au soutien du justiciable, par hypothèse qu'un professionnel, ce n'est pas pour nous, c'est pour, est-il besoin de le dire, pour nos clients. Nous nous faisons ici rattraper quelque part par l'actualité, et chacun d'entre nous a bien en tête l'ensemble des éléments qui tournent aujourd'hui autour de ces sujets-là. La problématique d'autorégulation. Évidemment, tout ceci renvoie dans l'actualité directement aux problématiques et questions de lutte anti-blanchiment. Vous savez qu'aujourd'hui, les 164 ordres sont organes de régulation au regard des dispositions blanchiment, et ceci articule un certain nombre d'axes. D'abord, c'est la responsabilité des ordres que de faire circuler l'information, de s'assurer que les confrères sont bien au fait de l'ensemble de ces dispositions, mais le pendant de cela, ce sont les ordres qui doivent s'assurer, par voie de contrôle, que nos confrères satisfont à ces obligations qui, on va en convenir aisément, sont même d'une certaine complexité. Au même moment, l'élément essentiel qui est contenu dans le système qui est aujourd'hui en place, c'est ce qu'il est convenu d'appeler filtre du bâtonnier. Aucun d'entre nous ne doit, s'il est dans une situation qui l'amène à le faire une déclaration de soupçon directement auprès de Tracfin, doit d'abord, et dans un premier temps, la communiquer à son bâtonnier, dont le rôle est de s'assurer que cette déclaration de soupçon est envisagée dans le strict cadre du respect des textes applicables. Et là, on retrouve la notion de secret professionnel. Donc, tout ce qui se fait, se dit, se construit aujourd'hui autour des problématiques du blanchiment et financement du terrorisme s'articule autour de cette notion centrale du secret professionnel. Un seul mot complémentaire. Ceux qui suivent l'actualité en cette matière savent que la Commission, d'une part, mais le Conseil, d'autre part au niveau européen, envisage au moins 2 choses. Un, de passer d'un système de directive à un système de règlement,
et chacun sait que le règlement ne nécessite pas de transposition en droit interne. Et la deuxième des dimensions, c'est la mise en place au niveau européen d'un régulateur. Alors, les choses semblent acquises à la date d'aujourd'hui pour tout ce qui est activité financière, les banques, les assurances, tout est en discussion au regard de ce qui est activité non financière et surtout la profession d'avocat. Il y a une action très forte aujourd'hui qui est conduite notamment au niveau du CCBE par la profession d'avocat pour mettre en avant le fait que notre profession, si elle est extrêmement diverse dans ses champs d'activité, dans ses structurations au niveau européen, en tout état de cause, a une place à part du fait de son importance au regard des droits du justiciable, la notion de défense. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Le deuxième point, est-ce qu'il est besoin... Christian, par Oui, contre, est-ce que je peux intervenir sur ce oui, sujet, bien sûr. peut-être témoigner, puisque j'ai été vice-bâtonnier pendant 2 ans assez récemment. En effet, le directeur de TracFin nous disait que quand un avocat faisait une déclaration, enfin quand un bâtonnier faisait une déclaration, il ouvrait une bouteille de champagne et que c'était malheureusement pas tous les ans. Alors, sous notre bâtonnat avec Jérôme Diroux, on a fait, je crois de mémoire, on a transmis 4 déclarations de soupçons, ce qui était parce qu'il y avait une bonne sensibilisation des confrères à l'intérêt pour eux de le faire. Il faut rappeler que le filtre du bâtonnier est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule autre profession qui bénéficie de ce filtre du bâtonnier qui protège le secret professionnel de l'avocat. C'est la première chose. Et la deuxième chose, la transmission au bâtonnier d'une déclaration de soupçon entraîne l'immunité de l'avocat qui est concerné. Donc, c'est extrêmement important de sensibiliser les confrères, encore une fois, à l'intérêt lorsqu'ils sont confrontés à une situation qui nécessite éventuellement là, une déclaration de soupçon. Et encore une fois, on parle souvent même de soupçon, de le faire, car c'est aussi pour protéger, au-delà de leur secret professionnel, leurs propres intérêts et leur propre intégrité d'avocat. Je voulais juste rajouter ce point. Absolument, tu as complètement... Intervention complètement pertinente, absolument. Il y a cette dimension de protection des confrères. Mais 4, sur Bordeaux, vous êtes... c'est l'illustration de tous les efforts de formation que vous avez fait. Le rapport TracFin fait état en 2019 de 12 déclarations de soupçon de la part de la profession d'avocat. Et sur les 12, il y en a 3 qui sont en fait des compléments d'information demandés. Donc 4 sur 9, c'est beaucoup. 4 sur 2 ans, hein, Christian, pour être 4 sur 2 ans. Et l'année précédente, précédente, il n'y avait eu aucune déclaration de soupçon de la profession d'avocat. Absolument, absolument. Alors, cette tendance d'augmentation aujourd'hui, c'est le reflet de la formation, de la sensibilisation des confrères. C'est aussi depuis l'ordonnance de février, la traduction de l'assujettissement des CARPA, hein, puisque vous savez que l'article 18, le paragraphe 18 du 561.2 prévoit maintenant que les CARPA sont assujettis à l'ensemble de ce dispositif lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Alors, sur le deuxième point, bon, est-ce qu'il est besoin d'aller plus avant la presse non spécialisée s'en est fait écho. Bien entendu, il est hors de question de laisser passer cette tendance qui malheureusement se fait jour au niveau des écoutes téléphoniques, des perquisitions. Notre ami Ignoré à cet égard est très en pointe, vous le savez. Ce que l'on comprend, c'est que, mais ça vous savez tout ça beaucoup mieux que moi, c'est que le nouveau garde des Sceaux va attacher une attention particulière au renforcement des droits de la défense à cet égard. Alors, le secret d'entreprise. Alors ça, c'est effectivement aussi un sujet qui est aujourd'hui extrêmement débattu. Disons les choses suivantes. Bon, la CE, depuis maintenant plusieurs années, a pris acte du fait que la profession n'est pas prête à aller vers un système d'avocats en entreprise. Dont acte. On ne va pas aller contre ce que pense la profession et une grosse partie des gens qui sont en mouvement au sein de la CE. Ceci étant dit, il y a une vraie question, c'est
tout ce qui tourne autour de la confidentialité des écrits des juristes d'entreprise, le secret en entreprise, sur lequel la CE a développé un certain nombre d'axes de réflexion sur lesquels vous savez que ça tourne en boucle actuellement sur les réseaux dits sociaux, que la conférence des bâtonniers elle-même est en train de travailler ce sujet avec les associations de juristes d'entreprise. Et puis, disons, donc, il faut absolument occuper ce terrain de manière à ce que, lorsque le secret d'entreprise prendra forme, eh bien, les droits des avocats soient complètement protégés, et puis qu'il n'y ait pas constitution d'une nouvelle profession qui, quelque part, sera réglementée rapidement. Là, c'est toute la problématique de la conservation de l'autorité des barreaux. Alors, ce sujet a aussi fait récemment l'actualité, puisque vous savez que lundi en 8, M. le garde des Sceaux a parlé à l'Assemblée nationale d'une sorte de marchandage, entre guillemets, en disant oui, nous allons augmenter le montant de l'aide juridictionnelle. Vous savez les chiffres, on parle de 54 millions sur plusieurs années, 21 millions en 2021, et chacun sait et dit qu'en tout état de cause, ce n'est pas suffisant. Mais M. Dupond-Moretti a lâché en Assemblée nationale que cette progression du montant de l'aide juridique serait soumise à un certain nombre de négociations avec la profession. Bon. Et il a lancé l'idée d'un avocat en entreprise. Moi, à ma connaissance, d'abord, chacun sera d'accord pour dire que c'est complètement inacceptable que de lier deux choses qui n'ont absolument rien à voir, et que, au niveau de la CE, évidemment, nous nous en tenons à cette prise de position. On ne lit pas l'un l'autre. Bon, par ailleurs, et pour terminer sur le sujet, moi, je n'ai pas connaissance, en tant que membre du bureau, de discussion quelconque qui s'inscrivent dans ce qui serait cette négociation, ce marchandage. Il y a un refus de la profession que de lier l'un et l'autre. Alors, cyberprotection, confidentialité des échanges, bon, ça rejoint les propos et la spécialisation de Pierre, donc je vais le laisser s'il veut parler à cet égard. Mais oui, c'est vrai, quand on voit, je prends la question du petit côté, quand on voit le nombre de nos confrères qui aujourd'hui n'ont pas d'adresse courriel sécurisée, oui, il y a un vrai problème. Il ne faut pas attendre que les informations soient prises par un hacker et puis, quelque part, les livrer dans la presse. Bon. Et là, il y a un vrai travail qui doit être fait par la profession. Mais Pierre, probablement peux-tu en dire un mot? Alors oui, je peux en dire un mot. En effet, là aussi, par l'intermédiaire des incubateurs des barreaux, que ce soit à Bordeaux, à Marseille ou ailleurs, on a tous œuvré pour sensibiliser les confrères à ces sujets de cybersécurité et de protection de leurs données. C'est compliqué parce qu'ils n'en voient pas les tenants et les aboutissants et l'impact. Quand déjà un confrère, si vous voulez, travaille sur un dossier ou une pile de dossiers dans le train sans protection des noms, des intervenants dans les dossiers, quand il n'a pas de filtre sur son portable permettant d'opacifier la vision de son écran, là également dans le train, je vois ça régulièrement, c'est encore plus compliqué de lui expliquer qu'une adresse Gmail n'est absolument pas sécurisée et qu'un avocat ne doit pas échanger sur ce type d'adresse mail. Donc c'est un vrai problème de la profession qui d'ailleurs a des conséquences quelquefois sur des dossiers significatifs parce que ce qu'on retrouve en fait, on retrouve ces mauvaises pratiques dans tous les cabinets, je dis bien tous les cabinets, sauf peut-être les cabinets américains qui, eux, ont, je dirais, l'obsession de la cybersécurité, mais malgré tout, il peut leur arriver également des mésaventures. Donc, c'est un vrai sujet et c'est un sujet de crédibilité de la profession. Comment peut-on être crédible quand nous-mêmes, et parler de secret professionnel, quand on n'est pas les premiers à assurer pour le compte de nos clients une garantie de ce secret professionnel. Voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est un sujet extrêmement important qui
qui est déjà évidemment présent au niveau du Conseil national des barreaux, au sein duquel les discussions aujourd'hui tournent autour de cette adresse avocat-conseil qu'une minorité d'entre nous utilise. Alors, le dernier point, c'est évidemment quelque chose que vous connaissez bien, c'est Daxis fait l'obligation qui est faite aux avocats que de, entre guillemets, dénoncer à l'administration fiscale les, entre guillemets, montages qu'ils proposent à leurs clients et mettent en place. C'est une atteinte frontale au secret professionnel. On ne voit pas la justification de ceci. Si les États qui sont membres de l'Union ont besoin de se faire une religion et de connaître ce que mettent en place les avocats, eh bien, ils ont des administrations pour cela. Ce n'est pas à l'avocat que d'être délateur de son client au niveau de la question de principe et puis tout ce qui en découle. C'est qu'on vient mettre là un point entre le client et son conseil avocat, c'est tout à fait inadmissible. Alors, de la même manière, en matière de directive anti-blanchiment, bon, Pierre a dit ce qu'il fallait en dire. Bon, vous savez que le GAFI, qui est l'organisme normatif au niveau international en matière de lutte anti-blanchiment et qui établit un certain nombre de recommandations, elles sont au nombre de 40, qui servent de base à la rédaction des directives européennes qui sont ensuite transcrites. La 5e directive qui date de 2018 vient de faire l'objet d'une ordonnance, elle est de février, et dans celle-ci, il y a inclusion, comme on disait un mot tout à l'heure, c'est de mémoire le troisièmement du 561.3.1 qui vient inclure le conseil fiscal. Et Pierre, tu as complètement raison, il n'y a pas de définition du conseil fiscal, d'où une ambiguïté. Alors, on peut bien comprendre la volonté des pouvoirs publics français entre guillemets, de vouloir être irréprochable au regard de la notion de conformité des textes français aux directives européennes, c'est ce qui les anime, mais au même moment, il faut quand même comprendre que l'avocature a quand même le droit de savoir à quelle sauce les manger à cet égard. Il n'y a pas de définition légale de la consultation juridique, il y a des définitions jurisprudentielles, il y a une définition qui a été retenue au niveau du Conseil national des barreaux. Tu as eu raison, Pierre, de dire que c'est tout à fait inadmissible, et avec la transcription par voie d'ordonnance de février de la 5e directive, il y a ce flou au regard de la notion de conseil fiscal. Alors, la CE, j'en terminerai par là, déposer un recours sur ce point. Bon, vous savez ce qu'il en est des recours, c'est pas parce qu'on les perd qu'ils n'ont pas d'intérêt, en ce sens qu'ils permettent de clarifier un certain nombre de notions. On parlait tout à l'heure du filtre du bâtonnier. La décision de 2012, c'est une décision qui est venue contredire la position de l'avocature française, mais elle a eu ce grand intérêt que de faire apparaître et de légitimer complètement, par exemple, le filtre du bâtonnier. Alors, avec le recours que la CE en matière de blanchiment contre l'ordonnance de février 2020 a déposé, ce que l'on souhaite, c'est que notamment, sur cette question de conseil fiscal et de consultation juridique, eh bien, le Conseil d'État vienne préciser un certain nombre d'éléments dont on a absolument besoin. Voilà. Alors, ce sont des sujets qui sont, effectivement, ce sont des sujets qui sont peut-être un peu techniques, mais qui sont au centre des préoccupations de notre profession aujourd'hui. Et bon, c'est une des particularités de la CE, moi je le dis comme cela, que de ne pas passer à côté de ces thématiques, que de les analyser et d'être force de proposition et puis d'action, hein, on l'a bien montré au cours de cette intervention. Voilà. Je m'arrête, je vois qu'il est 11h52. Je ne sais pas s'il y a des questions, nous serions heureux évidemment de pouvoir y répondre. Sinon, eh bien, écoutez, je ne sais, moi je rends la parole en toute état de cause à qui voudrait la prendre et s'il n'y a pas de questions particulières, mais il reste à nous dire
vous dire au revoir et de vous remercier de votre attention autour de ces thématiques qui me tiennent à cœur. Voilà. À bientôt. Merci Christian pour cette conclusion. Au revoir À bientôt. Et toujours Merci. heureux de faire ça avec vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.